Être bon, Maxime. C'est Ah bon, bah c'est bon. parfait, parfait, merci. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous proposer aujourd'hui une table ronde exceptionnelle. En ce mercredi 29 avril, je suis Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Grisby, c'est votre coach financier, votre coach patrimonial qui vous permet de prendre la main sur la gestion de vos finances et de votre patrimoine. Au menu de notre table ronde aujourd'hui, on va voir avec trois experts justement quelle stratégie d'investissement adopter face à la crise. Nous avons donc, j'ai donc à mes côtés trois experts des marchés financiers, obligataires et immobiliers de sociétés de gestion prestigieuses, à savoir Pictet, AM, Keren Finance et Primonial. Je voulais tout d'abord vous remercier à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il y a de fortes attentes de la part de nos clients pour y voir plus clair dans ce contexte inédit et très particulier. Je vais tout de suite vous donner la main justement pour vous présenter chacun. Peut-être Frédéric pour commencer. Oui, alors moi je suis Frédéric Rollin, je suis stratégiste chez Pictet Asset Management. Alors Pictet, c'est une société de gestion suisse. Quand j'y suis rentré il y a une dizaine d'années, je pourrais dire que nous étions des petits Suisses, mais aujourd'hui nous avons bien grandi, 170 milliards d'actifs sous gestion, 1000 personnes réparties dans 17 bureaux dans le monde. Alors notre spécialité, c'est ce qu'on appelle la gestion thématique, investir sur des thèmes de croissance séculaire. Juste un exemple rapide, par exemple la sécurité. Sécurité, trois moteurs de long terme, le développement émergent, donc construction de centrales nucléaires, eh bien on rentre pas dans une centrale nucléaire comme on veut, il faut sécuriser les accès. La réglementation qui ne cesse d'augmenter, il faut des entreprises pour tester les produits, et puis l'informatique de plus en plus importante, de plus en plus délocalisée sur ce que nous appelons l'info-nuage ou le cloud, des objets connectés, et là évidemment beaucoup de portes d'entrée pour des pirates, donc beaucoup de sécurité. Donc voilà, typiquement un thème de long terme, investir sur des entreprises spécialisées dans la sécurité, c'est un petit peu la marque de fabrique de la société de gestion suisse Pictet Asset Management à laquelle j'appartiens. Très bien, merci Frédéric. Clément, un petit mot également? Oui, bonjour à tous, Clément Duval. Écoutez, moi je suis le directeur commercial sur la France de Keren Finance. Alors nous, on est beaucoup plus modeste, on est une petite société de gestion française. On existe depuis 20 ans maintenant, on est 100% indépendant, c'est-à-dire que le capital est détenu uniquement par les dirigeants, les salariés. On gère pas 60 milliards, mais 1,2 milliard. On est 17 collaborateurs en France et on traite une clientèle à la fois de particuliers, mais également de professionnels. On a deux vrais métiers, du coup, la gestion privée et la gestion collective au travers d'une gamme de fonds. Et on retrouve cette gamme de fonds pour trois expertises. La gestion action, particulièrement les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. L'obligataire, très tourné là encore sur l'entreprise, donc les vraies obligations d'entreprise françaises et européennes. Et enfin, une thématique qu'on partage notamment avec Primonial, c'est la thématique de l'immobilier, mais coté pour nous, qui est quelque chose qu'on apprécie particulièrement et qu'on traite dans un de nos fonds notamment. Voilà. Très bien. Merci Clément. Antoine? Merci, c'était une très bonne transition puisque moi je suis Antoine Depigny, je suis le directeur du développement de Primonial REM. Et alors nous on est un peu entre les deux puisqu'on gère 21 milliards d'actifs sous gestion. Donc on est vraiment entre les deux et on est des spécialistes de la gestion immobilière collective non cotée. Donc on gère 21 milliards d'euros, à peu près moitié-moitié entre des fonds de gestion collective comme les SCPI, les SCI ou les OPCI, et à peu près l'autre moitié de gestion pour des grands institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou des grands investisseurs. Et nous sommes présents donc, depuis à peu près 7 ans que la société a été créée, 7-8 ans. On est présent sur tous les marchés européens principaux avec des filiales ou des sociétés cousines, on va dire, en France, en Allemagne, en Belgique et bientôt dans d'autres pays. Voilà en quelques mots qui est Primonial REM. Très bien, merci Antoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment très rapidement peut-être le principe d'une SCPI? Je pense qu'on a beaucoup de clients qui connaissent et qui sont familiers, mais peut-être pas tous. Donc ça vaut le coup peut-être de revenir en quelques mots dessus.
Oui, bien sûr. Donc la SCPI, c'est un schéma d'investissement et une structure d'investissement qui vous permet d'investir de manière diversifiée en immobilier. Donc c'est un véhicule qui est réglementé par l'AMF, qui a pour objectif d'investissement, un objectif d'investissement, on va dire, assez long terme, hein. C'est plutôt un objectif d'investissement d'une dizaine d'années et qui permet d'investir sur le marché immobilier et de bénéficier d'un rendement récurrent sur le temps avec des investissements qui peuvent être donc soit spécialisés, du bureau, du commerce, de la santé, du résidentiel, ou au contraire diversifiés, donc avec une allocation d'actifs au sein de ces véhicules. C'est des véhicules qui sont voilà, très bien implémentés et donc dont on va dire l'historique permet d'avoir une certaine confiance sur le schéma. Parfait. Merci Antoine pour cette introduction. Nous, si on a décidé effectivement avec mes associés d'organiser cette table ronde exceptionnelle au regard du contexte qu'on rencontre, c'est avant tout pour répondre aux très très nombreuses attentes de nos clients. Nos conseillers sont tous les jours en train d'échanger longuement avec nos clients qui se posent beaucoup de questions. On rencontre actuellement un contexte totalement exceptionnel, même inédit on peut dire. Et ce qui m'intéresse, moi, déjà, d'avoir un retour de votre part, un premier retour peut-être sur la réaction des clients, des investisseurs depuis ces dernières semaines. Peut-être Frédéric pour démarrer. Bah écoutez, il y a eu deux phases en fait, hein. Une première phase, donc pendant la très très forte baisse de marché, plutôt relativement peu de réactions, en tout cas en termes de souscription-rachat. Je pense que beaucoup d'investisseurs ne souhaitent pas forcément prendre des décisions au fond quand ça bouge aussi vite et quand la visibilité est aussi faible. Et puis, bon, on a eu un peu plus de visibilité à un moment donné, et puis aussi des niveaux très bas de marché, un retour d'optimisme font que dans l'ensemble, on a plutôt des investisseurs qui sont revenus progressivement sur les marchés et notamment sur notre franchise thématique. Donc deux phases. D'abord une forme de sidération, je dirais, ou en tout cas d'attente, et puis ensuite une phase plus constructive où on a eu plutôt des clients qui revenaient sur les marchés actions. D'accord, très bien. Clément, est-ce que vous avez rencontré le même type de réaction de votre côté ? Oui, ça va exactement dans la même mouvance, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu une première phase où tout le monde était un petit peu choqué par ce qui se passait et donc regardait un peu le marché dégouliné et avait peur de l'endroit où on pouvait finir. Et puis nous, rapidement, en fait, sur la partie obligataire, on a vu qu'il y avait des incohérences. Et les incohérences, on n'est pas les seuls à les avoir vues, et certains investisseurs très spécialistes les attendaient pour revenir sur ce segment. Et résultat, très tôt finalement, pendant la phase de baisse, on a quelques gros clients qui se sont repositionnés sur la partie crédit, donc sur les obligations d'entreprise. Et là, actuellement, on a des mouvements plutôt de flux de collecte positifs qui reviennent progressivement à l'intérieur de nos gestions. Mais je ne pense pas qu'on est sur un point d'équilibre, puisqu'on arrive à un moment où le manque de visibilité est criant et très sincèrement, on a à la fois des clients qui ont très envie d'investir, qui sont très positifs, mais on a une autre partie de notre clientèle qui nous dit on est vraiment sur la ligne de crête, pour reprendre le discours d'Édouard Philippe hier, et on peut très bien rebasculer dans l'autre sens après-demain. Ok, très bien. Côté immobilier, Antoine, comment ça s'est passé ces dernières semaines ? Alors ces dernières semaines, c'est assez ambigu pour l'immobilier, parce que vous savez que le temps de l'immobilier physique non coté est un peu plus long. Donc finalement, les premières semaines de la crise ont eu assez peu d'impact pour nous en termes de collecte. On continue à avoir quand même un certain volume d'affaires et d'investissements qui est assez important. Ça commence effectivement aujourd'hui à se tasser un petit peu. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on n'a pas du tout de mouvement de décollecte net. Je pense que l'immobilier apparaît quand même pour beaucoup de nos clients comme une valeur refuge et on va dire un produit de rendement assez long terme. Donc on a eu assez peu de mouvements de décollecte et de toute façon, on reste quand même largement sur des mouvements de collecte net.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la pierre, en tout cas pour beaucoup de Français, est très très appréciée et souvent considérée comme une valeur refuge. Et dans des périodes qu'on connaît actuellement, ça peut aiguiser l'intérêt de beaucoup de gens, effectivement. Merci en tout cas pour ces premiers retours. Je ne l'ai pas encore dit, j'en profite. Certains participants l'ont vu et je les remercie d'ailleurs pour leurs premières questions. Vous avez la possibilité de nous remonter les questions. On va continuer, nous, le déroulé de cette table ronde et à un moment donné, effectivement, on fera le point sur les questions du public. Donc n'hésitez pas à nous les renvoyer. Je ne peux pas vous promettre qu'on les traitera toutes aujourd'hui, mais en tout cas, on fera le point à un moment donné sur vos questions. N'hésitez pas, merci. Effectivement, Frédéric, on a rencontré un contexte sur les marchés financiers. Je pense que tout le monde a vu là depuis, on va dire fin février, il y a une chute assez vertigineuse. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur ce qui s'est passé, justement sur ce contexte très très particulier et notamment sur l'impact en matière de marché financier? Alors, oui, je dirais plusieurs points intéressants. D'abord, cette pandémie est une forme agit sur l'économie un petit peu comme une catastrophe naturelle, un ralentissement massif. Pour donner deux exemples, un taux de chômage aux États-Unis qui est probablement dès aujourd'hui à 15% et qui devrait monter à 20%. C'est le double de ce qu'on a vu pendant la grande crise financière de 2008 et c'est des niveaux qui sont proches de ce qu'on a vu dans les années 30. Donc vous voyez quand même un impact massif au point par exemple qu'on a une baisse de la demande de pétrole telle que au fond les producteurs continuant de produire et ne pouvant plus stocker, eh bien, on a vu des prix des pétroles qui ont atteint des niveaux négatifs. Voilà, j'ai envie de dire, en tout cas, du jamais vu. Moi, j'en avais jamais autant vu. Alors, ça, c'est la première phase, ralentissement massif, récession, comme on n'a pas vu depuis, au fond, les années 30. En face, une réponse fiscale et monétaire massive. Aux États-Unis, par exemple, on estime, nous, que le déficit budgétaire va être de l'ordre de 20% l'année prochaine et entièrement financé par la Banque centrale. Donc des efforts très très rapides. Voilà, en 2008, ça avait mis une année pratiquement avant de se mettre en place. Là, c'est quelques semaines et des efforts qui sont comparables à ceux qu'on a vus pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis où ce niveau de déficit budgétaire avait été atteint. Donc un choc économique massif à la baisse, mais un dopage comme on n'a quasiment jamais vu, en tout cas pas depuis la Deuxième Guerre mondiale, par les autorités monétaires. Alors ça, c'est les deux premiers points. Donc ça explique un petit peu cette baisse très très forte et puis cette reprise des marchés. Quelques bons signes aussi du côté de la Chine. La Chine sort de la pandémie. On a quand même aujourd'hui même de nombre de cas dans le monde qui ont plutôt tendance à se stabiliser. La Chine sort et on voit quand même que l'activité reprend. Donc on peut avoir le sentiment aujourd'hui que, eh bien, on aura dans les trimestres qui viennent, alors pas forcément d'ici l'été, mais un petit peu plus tard, une reprise économique. Alors quelques points de questions néanmoins. Nous on pense que peut-être les marchés sont un petit peu trop emballés sur la hausse. Il reste de nombreuses questions. D'une part, les négociations de pays européens. On voit bien qu'aux États-Unis, la réponse a été très franche parce qu'il y a un sentiment de nation. En Europe, évidemment, il y a des négociations entre les pays du Nord et les pays du Sud qui restent très très difficiles. Donc une réponse moins importante en Europe. Une pandémie dont on ne connaît pas encore exactement les contours. Vous avez des déclarations du docteur Fauci, qui est un des spécialistes de la Maison-Blanche, qui dit qu'il est certain que ça va revenir cet automne. Ça ne sera pas très bon non plus pour le marché. Et puis, à moyen terme, quand même un endettement très très fort des États. Donc, un rebond qui s'explique par une réponse très favorable des banques centrales et des gouvernements, mais malgré tout, encore aujourd'hui, un contexte très incertain, particulièrement en Europe, et aussi en raison de ce qu'on ne connaît pas encore sur cette pandémie. Ok, merci beaucoup Frédéric. Côté marché obligataire, Clément, est-ce qu'il y a des éléments à partager intéressants concernant le contexte et sa possible évolution à ce stade? Oui, alors le point de Frédéric est très bien et ça va me permettre de faire la jonction. Sur le marché obligataire dans son ensemble, on a connu aussi une baisse qui était extrêmement violente et historiquement violente, notamment sur la première phase, où le fameux marché action a perdu en Europe 39%. Typiquement, si on prend le 10 ans allemand, il est passé de moins 0,9 à moins 0,15. Le 10 ans français,
de moins 0,4 à plus 0,35. On a eu des remontées colossales sur les taux longs allemands, français par exemple. Mais si on prend le parallèle sur les obligations d'entreprise, les mieux notés, ce qu'on appelle l'investment grade, ont également beaucoup baissé. Et si on prend, alors là, carrément, ce qu'on appelle le haut rendement, les entreprises les moins bien notées, elles ont perdu 15 à 20%. En 2008, on n'avait pas connu des baisses aussi importantes. Il faut remonter bien plus loin pour constater ces niveaux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période-là, on a finalement un marché qui s'est mis à valoriser des entreprises comme si elles allaient les unes derrière les autres faire défaut, c'est-à-dire ne pas rembourser les coupons, ne pas rembourser les factures d'oblig à échéance. Et cela, pour nous, c'est à la fois intéressant parce que potentiellement, ça peut créer des opportunités massives d'achat, mais d'un autre côté, ça reflète une nervosité considérable sur les marchés. Donc, le gérant obligataire que nous sommes et les autres gérants obligataires doivent aujourd'hui bien mesurer les risques inhérents à chaque société lorsqu'on va investir sur de la dette d'entreprise pour savoir si oui ou non, elles ont la capacité de faire face à leurs obligations financières. Le contexte qu'a rappelé Frédéric est à ce niveau-là très intéressant, c'est que on a passé quelque part la crise sanitaire, on est en train d'aller vers plutôt se concentrer sur le déconfinement, donc on pense plus au redémarrage de l'économie aujourd'hui plutôt qu'à ce côté sanitaire, ce qui fait que effectivement on a quelque part un vrai dynamisme qui est revenu dans les marchés. C'est pour ça qu'on a une réappréciation en partie du marché obligataire, mais uniquement en partie, et qui se voit d'abord et avant toute chose sur les obligations les plus sûres. Donc d'abord sur les obligations d'État, puis sur les obligations d'entreprise les mieux notées. Si vous allez sur les obligations d'entreprise moins bien notées aujourd'hui, vous avez encore des rendements qui sont considérables et qui, pour beaucoup, sont 20 à 30% en dessous de ce qu'on avait, ne serait-ce que mi-février. Ok, très bien, très bien, très bien. Côté immobilier, Antoine, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte actuel s'il y a des éléments, est-ce qu'on a suffisamment de recul d'ailleurs, parce que l'immobilier, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est très différent, il y a beaucoup plus d'inertie finalement sur l'immobilier que sur les marchés financiers ou obligataires. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion aujourd'hui du contexte et de sa possible évolution? Alors oui, effectivement, c'est un temps qui est assez différent des autres typologies de marché. Cependant, ce qu'on peut quand même noter, c'est que la crise aujourd'hui et ses impacts sur l'immobilier aura des conséquences qui sont très différentes de la dernière crise immobilière, celle des années 2008-2010. En fait, la prime de risque, on va dire la prime d'illiquidité de l'immobilier aujourd'hui n'a jamais été aussi importante depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que on a tendance à dire que l'immobilier est cher, que le rendement a beaucoup baissé, mais finalement ce rendement de l'immobilier très prime, très core, très défensif est très confortable par rapport aux taux sans risque et aux obligations d'État. Même si le rendement des obligations d'État a eu tendance à augmenter, ça a relativement peu d'impact sur le rendement de l'immobilier core, et finalement la situation de l'immobilier de rendement défensif est extrêmement saine, enfin, était extrêmement saine avant la crise et sera relativement peu impactée de façon immédiate. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu le contexte assez général. Je crois que on va dire, les conséquences pour l'immobilier vont être assez diverses en fonction de la typologie des investissements. On a toute une gamme d'investissements assez cycliques, et notamment on pense évidemment à tout l'investissement en commerce, que ce soit pieds d'immeubles ou centres commerciaux, ou les investissements en hôtellerie ou même en murs de restaurants vont être effectivement assez impactés et de façon probablement assez durable. On pense notamment que l'hôtellerie mettra entre 12 à 18 mois avant de retrouver des niveaux de rendement et des niveaux de chiffre d'affaires comparables à ceux d'avant la crise. Donc on va avoir des réponses qui vont être assez différentes en fonction des typologies d'actifs. On a toute une gamme d'acteurs qui sont cycliques, mais peut-être un tout petit peu moins liés, comme les investissements en bureau. Et là, il faudra bien veiller à avoir une distinction entre les investissements en bureau un peu plus qualitatifs, dont les qualités intrinsèques feront que ces actifs seront toujours recherchés, et des actifs qui sont probablement un tout petit peu plus value-add, donc un petit peu plus voilà, sur lesquels on va aller chercher un petit peu plus de rendement. Et
voilà, on pourra y revenir un peu après, mais il faudra avoir une approche très différenciée sur cette typologie d'actifs. Et enfin, on a une dernière gamme d'actifs immobiliers qui sont, eux, pas ou peu liés au cycle économique, et ce sont les actifs de santé notamment et les actifs résidentiels qui, eux, ont des dynamiques d'investissement, de valorisation qui sont peu liées au reste de l'économie et eux devraient conserver des valorisations et des rendements assez similaires dans le temps. C'est vrai que le contexte finalement est plutôt sain pour l'immobilier, mais aura tendance, après la résolution de la crise, à se polariser un petit peu entre des actifs très défensifs, très core, qui vont continuer à être bien valorisés, et des actifs moins défensifs, plus valuables, plus risqués, sur lesquels les prix vont être une grande question après cette crise. On t'entend pas, Maxime. On n'entend plus. Excusez-moi. Non, je disais simplement, merci. Je disais simplement, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'évolution de la tendance sur le niveau des taux de crédit? Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui se posent cette question, qui peuvent être dans une démarche, qu'il y avait initié des démarches de recherche ou qui se projettent dans des investissements immobiliers à court ou moyen terme. Est-ce qu'on a déjà quelques idées de l'évolution de ces taux de crédit dans les prochaines semaines, prochains mois, ou c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui? Moi, je peux vous répondre pour les crédits aux entreprises. On sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai attentisme et on en a eu un certain renchérissement sur les dernières acquisitions et les derniers financements qu'on a pu effectuer. On a vu des sauts qui peuvent aller entre 50 et 60 bips, mais c'est probablement, et l'analyse qu'en font nos spécialistes, c'est probablement conjoncturel et je ne suis pas sûr qu'on puisse en déduire, en tout cas pour l'immobilier d'entreprise, des tendances à long terme. Ok. On a vu donc sur les trois marchés financiers, obligataires et immobiliers qu'on est dans un contexte extrêmement particulier avec des particularités pour chaque marché. Est-ce que Frédéric, au niveau des marchés financiers, vous avez d'ores et déjà identifié des opportunités qui pourraient être saisies? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un moment intéressant? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'on peut déjà d'ores et déjà se positionner sur certaines opportunités? Qu'en pensez-vous, Frédéric, donc sur la partie marché financier? Alors, pour nous, effectivement, il y a, je pense, ce qui sort de tout ça, c'est qu'il faut que, nous restons sur l'idée de visibilité et de long terme, en fait. Quand on regarde aujourd'hui les actions européennes, les actions américaines, elles vont, malgré la baisse drastique des profits, continuer de distribuer des dividendes qui vont être très largement supérieurs aux taux obligataires, eux, qui, de notre point de vue en tout cas, devraient rester bas pendant longtemps. Donc peut-être de la volatilité à court terme, mais à moyen terme, les actions nous semblent intéressantes. Et dans le long terme, je pense qu'il faut chercher de la croissance visible, et c'est d'ailleurs ce que les investisseurs aujourd'hui sont en train d'aller chercher. Alors typiquement, la santé, qui est une thématique intéressante à long terme, puisqu'on a un vieillissement de la population, on a beaucoup d'innovations et c'est un secteur qui est très très peu cyclique et qui va y gagner. C'est une crise aussi sanitaire. Et puis plus directement et à plus court terme, je crois, le digital. Beaucoup de personnes travaillent depuis la maison, restent à la maison et on a vu l'importance qu'il y a l'importance du digital. Vous allez avoir des entreprises qui désormais, alors c'était vrai pour les grandes entreprises, ça va se diffuser dans les moyennes entreprises et les plus petites entreprises, qui vont vouloir mettre les logiciels de gestion non pas sur des PC qu'ils ont directement au bureau, mais bien sur le cloud, sur l'infonuage, de telle façon à ce qu'ils puissent travailler depuis la maison. Et puis même, on reste à la maison, donc on joue. J'ai vu par exemple Tencent, il a un jeu qui s'appelle Mahjong, alors il est surtout diffusé en Chine, il est moins connu ici, mais qui pendant le confinement a vu son taux de pénétration doubler. Donc 100% de croissance en quelques semaines. Et ça, il y a des gens qui sont inscrits maintenant et qui vont y rester. Et on voit ça à travers beaucoup de sociétés
du digital. Donc là, une accélération de la pénétration qui va être très très intéressante sur en plus une tendance de fond. Et si je puis me permettre un dernier... Si je vous interromps une seconde justement sur ce secteur-là qui est technologique, qui intéresse tout le monde bien sûr, on est tous concernés par le confinement et l'utilisation de nouvelles technologies. On voit notamment la cotation là, du Nasdaq, on a plutôt des niveaux de cotation assez élevés. Il y a Google qui vient tout juste de communiquer ses résultats du premier trimestre qui sont supérieurs aux attentes, et malgré la baisse finalement des revenus ici de la publicité, on voit que c'est très très solide. Donc j'ai l'impression qu'on a déjà comment dirais-je, des acteurs très solides, et vous, donc, ce que vous envisagez, c'est que sur le moyen long terme, ça va continuer à se renforcer et même s'accélérer, en fait. Alors oui, en fait, il y a évidemment des questions qui se posent. On voit que maintenant, ces valeurs Internet sont très surreprésentées dans les indices, notamment Standard & Poor's, sur des niveaux historiques. Mais enfin, quand on regarde l'évolution des cours de bourse, au fond, c'est l'évolution des profits. Hein. Essentiellement, c'est tiré par des entreprises qui gagnent des parts de marché. Il est pratique de commander sur Internet, il est pratique de communiquer par Internet. Voilà. Et on voit en plus que effectivement, dans cette crise-là, eh bien, cette praticité, cet avantage concurrentiel est encore renforcé. Puis si j'ai envie d'ajouter un dernier argument, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines et européennes aussi, n'oublions pas, qui se sont beaucoup endettées, hein, qui sont dans des situations de cash un petit peu tendues. Et là, les entreprises Internet font des marges très très importantes, elles ont pu accumuler du cash et elles se trouvent aujourd'hui dans cette crise très avantagées par le fait qu'elles ont une liberté financière qui est très importante et elles pourront du coup, je parle pour les majors, racheter à des prix peut-être plus modestes certains de leurs concurrents qu'on appelle brick and mortar, hein, donc par exemple des vrais magasins ou tout simplement leurs concurrents Internet aussi. Donc dans l'ensemble, quand même beaucoup d'avantages qui nous paraissent justifier aujourd'hui un parcours de bourse plus favorable. Donc secteur santé, secteur du numérique, du digital, c'est ça ? Oui, et puis voilà, sur les énergies propres, je pense que c'est assez intéressant. On a un effondrement du pétrole. Les sociétés vont avoir du mal désormais à se refinancer. Et en revanche, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'intérêt à sécuriser ces approvisionnements. On voudrait sécuriser l'approvisionnement en masques, en respirateurs, mais pourquoi pas aussi en énergie. Et les énergies renouvelables proposent ça. On aura des taux bas, donc des taux de financement bas pour financer la recherche et pour financer, par exemple, des installations de type ferme solaire. Et donc, pas mal d'avantages aujourd'hui pour les énergies propres. Parfait. Merci Frédéric pour cet éclairage. Un petit mot simplement par rapport aux questions des internautes, questions du public. On en reçoit énormément, mais vraiment des dizaines et des dizaines. Donc je tiens d'ores et déjà à m'excuser auprès de certains. On ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas pour vos sollicitations. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard et on retiendra certaines de ces questions. Mais merci. Continuez de toute façon à nous questionner. On pourra faire le point. Si on ne le fait pas maintenant, on pourra le faire après coup. Mais merci une fois de plus pour vos sollicitations et votre intervention. Clément, sur le marché obligataire, est-ce que d'ores et déjà on peut identifier des opportunités? Comment se positionner aujourd'hui sur le marché obligataire selon vous? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs marchés obligataires. Tout à l'heure, Frédéric évoquait des obligations qui allaient rester avec des taux extrêmement bas. Là, on parle des obligations d'État. Nous, ce qui nous concerne plus aujourd'hui, ce sont les obligations d'entreprise. Et là encore, il y a deux grandes familles. Les entreprises qui sont bien notées, donc ce qu'on appelle l'investment grade, et les entreprises moins bien notées, le haut rendement, ou parfois dans la presse, on lit le high yield. Sur ces obligations-là, typiquement, aujourd'hui, on a retrouvé des niveaux de rendement qui sont parfois exceptionnels et totalement incohérents avec la structure de la société. Il y a un point qui est fondamental aujourd'hui quand on analyse, nous, une société, c'est bien évidemment quel est son niveau de cash. Quel est son niveau de cash? Quel est son niveau d'endettement? Aujourd'hui, il y a tout un tas de sociétés qui sont surendettées, mais qui, en plus de ça, capitalistiquement, sont détenues non pas par des familles, non pas par un actionnaire État, et je reviendrai sur le cas Air France après, mais parfois par des acteurs du private equity. Il est évident qu'en fonction de l'actionnariat de la société, de son niveau de cash et de son niveau d'endettement, il y a parfois des opportunités qui sont criantes et qui sont fantastiques. Un exemple simple,
Nous, on a en portefeuille typiquement une obligation qui s'appelle Mobilux. Mobilux, c'est qui? C'est le groupe But. Cette obligation à échéance 2024, aujourd'hui, elle vous offre 10% de rendement. Donc, on parlait tout à l'heure de visibilité, de rendement. 10% de rendement si vous achetez cette obligation But aujourd'hui, remboursement 2024. Pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse particulièrement? Cette société détient aujourd'hui en liquidité 50% du montant de la dette qu'elle doit rembourser en 2024. Elle est quasiment pas endettée aujourd'hui. Et son actionnaire de référence est lui-même pas endetté et assez liquide. Donc du coup, on a aujourd'hui des incohérences comme ça sur le marché qu'il faut savoir saisir. Elles sont nombreuses. Il y a des écueils à éviter à côté de cela, mais franchement, il y a de très très belles opportunités actuellement. Juste un petit mot sur Air France. On est sur un secteur qui, au départ, fait extrêmement peur. Une société qui est totalement à l'arrêt à cause de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, qui débouche sur une crise économique majeure pour cette société-là. Elle a pas mal de dettes en circulation. Elles ont beaucoup baissé au début de la crise. L'État français est actionnaire à hauteur de 15%. L'État néerlandais est actionnaire également à hauteur de 15% de cette société. Nous avons eu en début de semaine la confirmation que l'État allait garantir à hauteur de 7 milliards en France, en tout cas pour l'instant, des prêts pour Air France. Résultat, le parcours de l'obligation est tout naturellement remonté parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un État actionnaire, vous avez derrière une espèce de garantie passive qui est exceptionnelle et rien ne vaut mieux qu'un État actionnaire dans ces conditions-là. Ok, merci Clément. Juste pour bien comprendre là pour nos internautes, nos participants, donc Keren aujourd'hui expert du marché ou des marchés obligataires, effectivement il y a plusieurs marchés obligataires, identifie des opportunités incroyables aujourd'hui au regard du contexte qu'on rencontre. Il y a des incohérences de marché qui se réalisent. Le particulier qui souhaite d'une façon ou d'une autre participer à cette aventure, le fait à travers des fonds, hein, c'est bien ça, c'est des fonds qui sont eux-mêmes investis dans les obligations. Exactement. En fait, les règles ont changé il y a quelques années maintenant. Une obligation, on ne peut pas l'acheter avec des parts de moins de 100 000 euros désormais. Donc, ça limite nécessairement la façon dont vous pouvez acheter des obligations en direct. Alors, le particulier peut le faire, bien entendu, mais il est beaucoup plus accessible d'en acheter au travers de fonds communs de placement. Donc, vous avez des fonds qui sont spécialisés sur la dette. Chez nous, il y en a plusieurs, mais voilà, la meilleure solution en fait pour tout simplement diluer votre risque, c'est de ne pas acheter une obligation, mais c'est d'en acheter plusieurs. Il y a aujourd'hui, je l'ai dit, de nombreuses opportunités, mais si on a des rendements qui sont aussi élevés, ça veut dire que vous avez un risque en face. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Ok, super Clément. Antoine, je regarde dans les questions, on a beaucoup de questions sur les SCPI notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en matière d'opportunités? On voit qu'il y a des questions aussi, beaucoup de questions sur le télétravail, les SCPI de bureau, les gens se posent et c'est bien logique, beaucoup de questions sur cette thématique. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des... Voilà, comment se positionner aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs axes. Peut-être d'abord d'un point de vue, on va dire, d'opportunité de marché réel et de mispricing, un peu comme ce qu'on vient de voir sur la partie obligataire. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'impact immobilier sur le pricing de façon extrêmement importante. Donc, c'est assez peu probable qu'il y ait des opportunités immédiates sur des actifs de très bonne qualité. En revanche, on sait que le marché va probablement se polariser et qu'un certain nombre d'acteurs vont se retrouver avec des difficultés, peut-être des difficultés de paiement et qui seront peut-être vendeurs d'actifs dans un deuxième temps. Donc aujourd'hui, pas tellement d'opportunités immédiates. On aura peut-être, et ça c'est un point intéressant pour un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de compagnies d'assurance ou de fonds de pension qui vont peut-être vouloir réallouer un petit peu leur allocation à l'immobilier par rapport aux autres classes d'actifs, comme un certain nombre d'autres classes d'actifs ont vu leur valorisation baisser et qu'ils veulent respecter une allocation à l'immobilier limitée. On pourra avoir de façon un peu ponctuelle quelques beaux actifs, à mon avis, sur le marché, mis en vente alors qu'ils ne l'auraient pas été dans un contexte naturel. Donc quelques opportunités, je pense, à saisir sur l'immobilier. En revanche,
si on parle peut-être des SCPI elles-mêmes, je pense que l'impact sur la valorisation des SCPI, vous savez que les SCPI sont des produits qui ne se valorisent pas tous les jours, mais dont la valorisation est décidée par la société de gestion quand elle dépasse une sorte de corridor de plus ou moins 10% en fonction de la réévaluation qui est faite par les experts. Donc cette décision de réévaluer ou d'évaluer la valorisation des SCPI va être faite là en général au moment des assemblées générales en juin. Il est très peu probable que ces valorisations bougent là sur l'année 2020. Donc s'il doit y avoir un mouvement, ce sera que l'année prochaine. Okay. Quelque part, il n'y a pas vraiment d'effet d'aubaine à attendre sur la valorisation des SCPI, pas besoin d'attendre quelques mois pour investir. Je pense que la valorisation et le point d'entrée sera le même. Après, si on regarde peut-être par secteur, il y a effectivement des secteurs probablement à favoriser. J'en parlais tout à l'heure, et Frédéric en parlait également, le domaine de la santé va être un domaine phare en termes d'investissement, à la fois dans l'économie réelle et également dans l'immobilier. Et c'est un investissement qui bénéficie pour la partie immobilière de baux très longs. En général, on a 10, 15, 20 ans de bail devant soi avec des opérateurs qui sont des opérateurs solides et qui vont bénéficier d'une couverture médiatique et d'un focus très particulier de la part des gouvernements. Emmanuel Macron l'a déjà mentionné, l'investissement dans le secteur de la santé va être une des priorités des prochaines années. Donc on a des secteurs comme ça à privilégier, des secteurs sur lesquels il y a une recomposition qui va devoir être faite. On pense au domaine du commerce qui va probablement devoir se réinventer, notamment sur certaines typologies de commerce comme les retail parks, les centres commerciaux, d'autres qui vont avoir probablement des difficultés financières, mais dont les sous-jacents sont toujours aussi bons, comme les commerces de pieds d'immeubles. Et après, on a effectivement l'investissement en immobilier de bureau. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'immobilier de bureau, cette crise va finalement accentuer des différences qui étaient déjà préexistantes avant. Et très clairement, le mouvement qu'on voit, nous, chez Primonial REM, et on le suit à travers la SCPI Primo-Pierre, c'est vraiment de montrer que les bureaux vont devenir vraiment on va dire, une sorte d'endroit où les gens vont se réunir quand ils en auront véritablement besoin. Le siège social va devenir un élément assez différenciant pour les entreprises et pas uniquement un centre de coût. Et ça aura plutôt tendance à promouvoir les bureaux de bonne qualité, très bien positionnés et surtout des bureaux qui vont être capables d'évoluer dans le temps et donc typiquement des bureaux qui vont être capables de à la fois accueillir des gens qui sont des nomades et qui vont travailler un peu de n'importe où, mais également des gens qui vont se rendre au bureau tous les jours. Donc, je pense très, très clairement le télétravail est un vrai sujet. On n'a pas encore totalement la conclusion de ce qui va se passer après la crise. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'usage du bureau va être profondément modifié et va probablement promouvoir les bureaux qui seront bien adaptés, donc des bureaux centraux, bien positionnés et plutôt neufs. D'accord, très bien, merci. Peut-être juste rapidement, d'un point de vue vraiment, on a tous beaucoup travaillé en télétravail, il est assez peu probable que les gens veuillent continuer à travailler de façon massive et unique en télétravail. Donc voilà, le modèle du bureau n'est pas mort. Oui, tout à fait. On a, comment dirais-je, pas mal de questions autour de la SCI Capimo pour revenir en deux mots. Chez Primonial, donc vous proposez notamment des SCPI, des OPCI également, mais également ce qu'on appelle les SCI. Ce sont des supports qui peuvent être investis sur un contrat d'assurance vie. On a beaucoup de clients qui sont investis sur ce type de support immobilier au sein d'assurance vie. Je pense notamment à SCI Capimo, il y en a d'autres. Il y a des questions sur les performances à venir, alors que ce soit des SCPI, mais parlons de la SCI Capimo déjà, dans un premier temps. Est-ce qu'on sur 2020, peut-être 2021, je ne sais pas, est-ce qu'on a des idées de rendement qu'on pourrait obtenir sur ce type de support ? Alors, la SCI Capimo, c'est un fonds de fonds, effectivement, qui est accessible uniquement en UC dans les contrats de compagnie d'assurance. Et son objectif, c'est de retranscrire la performance de l'immobilier core, donc de l'immobilier, on va dire, assez sécure. Et donc, on n'a pas de target de performance. Notre objectif n'est pas de faire du 5, du 6 ou du 4, mais plutôt de traduire la performance de l'immobilier. Et aujourd'hui, on sait que la performance de l'immobilier, on va dire,
corps sur le marché européen devrait se situer entre 3 et 4%. Donc, c'est notre objectif de gestion. L'année dernière, on était un petit peu au-dessus des 4%. Cette année, il est encore un petit peu tôt pour connaître l'atterrissage. Ce qu'on peut en revanche dire, c'est que la performance aujourd'hui des actifs immobiliers physiques, et notamment des actifs immobiliers directs et indirects, est dans la droite ligne de celle de 2019. Donc, on devrait avoir une performance de l'immobilier physique relativement ISO par rapport à l'année dernière. Il se trouve que la SCI Capimo est partiellement investie sur l'immobilier coté, alors dans des proportions qui sont vraiment très faibles, hein, parce qu'on parle de quelques pourcentages, mais que ça a eu peut-être un petit impact en début de trimestre, et que cet impact maintenant sera lissé et beaucoup plus progressif sur le reste de l'exercice. Très bien. Pour continuer sur les questions, alors je pioche parmi les très très nombreuses questions. On a le fonds en euros qui revient de temps en temps, effectivement. Les gens s'interrogent sur l'évolution du fonds en euros et les performances qui pourraient être réalisées par le fonds en euros en moyenne, hein, sur cette année 2020 et par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur ce sujet pour donner un peu d'éclairage sur la question auprès de nos internautes. Bon, rapidement, je crois que de toute façon, le principal actif des fonds en euros, ça reste des dettes d'État. Les assureurs ont acheté ces dernières années beaucoup de dettes d'État de pays les plus sûrs, avec des rendements qui étaient extrêmement faibles. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les fonds en euros donnent des rendements supérieurs à ce qu'ils donnaient ces 2-3 dernières années. Ils devraient continuer à décliner sur les prochaines années. Et maintenant, c'est un mouvement qui est enclenché, c'est un mouvement qui va continuer. Il ne faut pas s'attendre à de très très belles surprises, d'autant plus que la valeur de certains autres actifs qui sont à l'intérieur des fonds en euros sont aujourd'hui touchés par la crise que nous connaissons et seront donc à réévaluer à la baisse si les marchés continuent dans le sens où ils sont aujourd'hui. Donc forcément, on devrait avoir à la fin de l'année 2020 des taux de fonds en euros qui seront inférieurs à ce qu'on a connu en 2019. Ok. Je vois les questions qui continuent, effectivement, des questions autour des fonds risqués, notamment les fonds en action. Une bonne pratique, certains de nos clients, certains utilisateurs l'ont bien compris, c'est de rentrer de manière progressive sur les marchés, déjà de s'inscrire dans un temps long. Ça, c'est important de le comprendre. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, je me permets de le répéter. On est quand même dans vraiment une phase d'incertitude, avec des niveaux de valorisation pour certains actifs qui peuvent être très intéressants, très attractifs, mais néanmoins, il faut toujours s'inscrire dans un temps long quand on investit sur des actifs risqués. On nous pose la question de savoir, moi, si j'investis sur des fonds actions, comment lisser des points d'entrée, sur quelle durée, quelle méthode un peu retenir sur des actifs risqués de type fonds actions. Frédéric, peut-être? Oui, je crois que vous l'avez déjà abordé, hein. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai que les marchés bougent énormément et cette agitation, je dirais de court terme, peut nous pousser parfois à agir trop vite et trop fort. Hein. Les actions ont monté de 5% la semaine dernière. J'ai raté. Vite, je vais acheter lundi. Et puis, bon, finalement, ça rebaisse derrière. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder le long terme. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir de la croissance dans le pays où j'investis? Est-ce qu'il va y avoir de la croissance dans le secteur où j'investis? Se faire une opinion et puis au fond, bien comprendre que aujourd'hui l'alternative des taux est quand même très très peu engageante, mis à part les taux offerts par les entreprises, bien sûr, mais sur l'essentiel du marché obligataire, des taux qui sont extrêmement bas. Donc, pour investir, je pense qu'une approche régulière, à mesure que l'épargne se libère, me paraît la meilleure idée. Ne pas essayer de tout mettre sur le rouge avec un investissement là maintenant, parce que je pense que demain la BCE va faire quelque chose. Hein. Plutôt, voilà, garder cette opinion de long terme, garder son sang-froid et répartir dans le temps. Oui. On a beaucoup de questions d'internautes qui justement veulent en savoir plus, souhaitent en savoir plus sur les fonds thématiques et notamment les fonds thématiques qui donnent du sens à leur investissement.
On parle de fonds ESG, de fonds ISR. On a une personne, semble-t-il, qui nous relance énormément sur des fonds catholiques, ou en tout cas des fonds qui donnent du sens à l'investissement. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de répondre à ces interrogations? Oui, bah, pour nous, en fait, aujourd'hui, la plupart de nos fonds suivent des critères qu'on appelle ESG, donc environnement, social et gouvernance, et donc qui, de fait, donnent un sens aux investissements. Et c'est vrai qu'on a en plus, aujourd'hui, finalement, des marchés actions qui ont tendance à favoriser ce type d'investissement. Au fond, c'est là que le monde a envie d'aller. Je prends l'exemple dans l'environnement. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés innovantes, soit dans l'efficacité énergétique, soit dans la capacité à construire, par exemple, à fabriquer des cellules photoélectriques à bas prix. On voit beaucoup d'innovations. Les prix aujourd'hui des énergies propres sont en train de baisser drastiquement. Donc oui, on peut vraiment, sur des thématiques de long terme, allier à la fois de la croissance des profits, et puis aussi du sens environnemental, de société et gouvernance. Pour parler de la gouvernance aussi, eh bien, je pense que des sociétés qui ne se sont pas trop endettées, qui ont vu le long terme plutôt que de voir l'endettement à court terme et le rachat d'actions, eh bien, ces sociétés-là aujourd'hui montrent une meilleure résistance. Donc, on peut vraiment allier, je crois, le sens avec la performance, et je pense que nos thématiques sont en mesure de le faire. En tout cas, c'est comme ça que nous sommes orientés. Ok, très bien, merci, très clair. Je vais prendre une dernière question. En tout cas, je vais reprendre une question sur un thème qui revient régulièrement. On a des interrogations de la part des internautes, notamment sur le secteur bancaire. On voit que le secteur bancaire a très souffert ces dernières semaines, ces derniers mois. On peut imaginer que le secteur bancaire est néanmoins en meilleure santé qu'en 2008. Est-ce que vous avez un éclairage à apporter sur ce secteur en particulier voilà. Alors ça peut être un de nous. Je vais répondre rapidement. Effectivement, aujourd'hui, le secteur bancaire, en termes de performance boursière, est au fond du trou. Alors peut-être y a-t-il une opportunité, mais on voit bien quand même que le secteur bancaire va continuer d'être sous pression, et notamment sous pression de taux très très bas. Donc le secteur bancaire place le cash qu'il reçoit à la BCE à des taux négatifs, et ensuite il prête à des taux extrêmement bas parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, achète des obligations et écrase les taux. Donc les marges aujourd'hui des banques sont sous pression. On va avoir en plus probablement quand même quelques défauts. Le taux de chômage va monter, donc les entreprises vont se retrouver en difficulté. Donc il va y avoir quand même des défauts dans les portefeuilles de prêt des banques. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un secteur qui peut être intéressant en termes de valorisation, mais sur lequel la visibilité est peut-être pas suffisante encore pour revenir. Et puis attention, à moyen terme, les paiements électroniques, les fintech, ça va faire du mal au secteur. Donc voilà, manque de visibilité à court terme. À moyen terme, quand même pas une tendance très favorable. Bon, c'est pas cher, mais voilà, c'est pas cher. Le pétrole n'était pas très cher il y a quelques semaines non plus, vous voyez. C'est pas cher, c'est pas un argument pour nous. Nous, on veut avoir de la croissance. Mais j'avoue que effectivement, si on a fait appel à vous aussi, Frédéric, c'est parce que on connaît votre niveau d'expertise des marchés financiers, bien sûr, mais aussi parce que Pictet a cette vocation sur la gestion thématique. Oui. Et on est sur du long terme. On est vraiment sur du long terme. Vous nous avez donné quelques exemples de secteurs tout à l'heure, mais c'est pas des secteurs que vous avez identifiés récemment, en fait. C'est des secteurs dont... Oui, voilà. Alors, les bancaires, ça peut être intéressant. Voilà, si vous pensez effectivement que on va avoir une reprise en V, il y a des valorisations qui sont intéressantes, et je dirais que si à un moment donné, on veut jouer une puissance de rebond importante sur les marchés, alors j'ai quand même une préférence pour les bancaires qui sont quand même, voilà, qui ont abordé la crise à un moment solide, plutôt que sur l'automobile, par exemple, qui, elle, va véritablement avoir un problème de cycle plus important et qui, elle aussi, est sous pression en raison des investissements qu'il faut faire, à la fois sur la conduite autonome, sur les véhicules électriques, et puis les nouveaux concurrents comme Tesla qui arrivent. Donc, je dirais, pour investir, je dirais, mais dans une vision un peu plus court terme, à ce moment-là, qui n'est pas vraiment notre ADN,
Mais toutefois, je pense qu'effectivement, le bancaire peut être un meilleur secteur, en tout cas, que l'automobile ou l'énergie, par exemple. Ok, merci. On se dirige vers la fin de notre échange. Je pense qu'on peut passer encore beaucoup de temps. Je suis désolé notamment pour nos internautes avec toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais une fois de plus, en mot de la fin, j'y reviendrai. Est-ce que, justement, parlant de mot de la fin, je peux vous donner à chacun le mot de la fin en synthèse de nos échanges? Qu'est-ce que doivent retenir les participants à cette table ronde? Frédéric, vous aviez la main? Bon, ben écoutez, ouais, je vous remercie. Donc voilà, toujours regarder le long terme, ne pas trop s'exciter sur le court terme, ne pas trop s'exciter aussi sur les prix bas. Je pense qu'il faut faire comme Ulysse devant les sirènes pendant son odyssée. Il faut s'attacher, les voilà, faut s'attacher au mât. Et pas se précipiter, mais toujours garder de la visibilité à long terme, et puis se diversifier aussi. Donc au fond, pas tout mettre sur une classe d'actifs. Donc au fond, bien les principes restent les mêmes dans la tempête. Je pense que il faut garder sa boussole. Les vagues nous emmènent à bâbord, nous emmènent à tribord, mais gardez votre boussole. Et nous, notre boussole, en tout cas chez Pictet Asset Management, c'est l'investissement sur le long terme. Très bien, parfait. Merci Frédéric. Clément, votre mot de la fin? Écoutez, c'est bien parce qu'on va, sans se consulter, on va à peu près tous avoir le même discours, je pense. On va rappeler tout simplement les règles d'or de l'investissement, c'est la diversification et le temps. Si vous ne diversifiez pas, vous prenez un risque qui est parfois inconsidéré, et dans ces cas-là, vous allez souvent vous rencontrer des déconvenues parfois très importantes. Et lorsque vous cherchez à raccourcir le temps de votre investissement, vous cherchez peut-être à gagner plus, mais au final, vous gagnez toujours moins. Ça vaut pour les marchés haussiers comme pour les marchés baissiers. Donc, lorsque les marchés sont fortement haussiers, ne pas chercher à aller chercher à prendre la dernière phase de hausse, mais peut-être sortir suffisamment tôt. De même, lorsque les marchés sont fortement baissiers, il ne faut pas toujours vendre dès que les marchés baissent. Il faut parfois au contraire réinvestir quand les marchés baissent. Et vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, réinvestir de manière progressive dans ces cas-là est certainement la meilleure façon d'aller faire de très bonnes performances sur le long terme. Donnons du temps à nos... Non, tout à fait. Ce qui est important aussi, c'est effectivement de bien comprendre finalement le contenu des solutions d'investissement sur lesquelles on se positionne. Je pense en particulier au marché de l'obligataire qui est peut-être un peu moins simple de compréhension, un peu plus opaque pour le grand public. Ne pas se dire que les obligations sont sans risque, par exemple. Ça pourrait être un raccourci un peu délicat, un peu compliqué. C'est là où finalement c'est assez vexatoire de se dire que l'obligataire c'est plus compliqué, parce que l'obligataire c'est 10 fois plus simple. L'obligataire, qu'est-ce que c'est? Une obligation, c'est un contrat avec une durée et un taux. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous savez pour combien de temps vous êtes investi, vous savez combien vous allez toucher. Bien évidemment, le risque que vous avez majeur, c'est est-ce que la société à laquelle vous prêtez va ou pas faire défaut. Donc c'est le risque que vous avez. Mais en dehors de ce risque-là, qui est quand même aujourd'hui dans son ensemble extrêmement faible, faut quand même le rappeler, 2% de taux de défaut constaté en 2019, encore 2,5% depuis le début de l'année, ça va sûrement augmenter, on va pas passer à 20% après-demain. On a quand même aujourd'hui un contrat, une durée, un taux, je vous le rappelais tout à l'heure avec un exemple au travers de Mobilux, jusqu'en 2024, je peux toucher 10% de rendement avec une société comme ça. Bon, moi aujourd'hui, je préfère cette visibilité-là plutôt que de me dire tel ou tel secteur, telle ou telle société, je pense qu'avec les conditions de marché actuelles, elle va se redresser, mais peut-être que c'est pas sûr. Moi, c'est est-ce qu'elle a le cash pour me payer? Est-ce qu'elle va me rembourser à l'échéance? C'est des simples questions que je vais me poser. Meilleure visibilité sur l'obligataire en ce qui me concerne. Parfait. Clément, merci. Antoine, votre mot de la fin? Écoutez, merci. Je vais un peu paraphraser mes collègues. L'immobilier, tout le monde sait, effectivement, c'est un investissement vraiment de long terme. Il faut garder ça en tête aujourd'hui. Et surtout, je pense que ce qu'il faut garder en tête également, c'est que l'immobilier est un investissement physique. Ce qui est le plus important, je pense, à regarder au-delà du return, du taux, du rendement et de tout le marketing qui va autour, c'est de regarder les actifs physiquement qui sont en dessous.
et la qualité intrinsèque de ces actifs. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à regarder ce qu'il y a dans les SCPI ou dans les fonds immobiliers, la qualité des actifs des locataires, puisqu'également ça a un impact, des localisations, ce qui n'est pas pareil d'investir en France, à Paris, sur un bureau, que d'investir dans un pays d'Europe de l'Est sur lequel on a relativement peu de connaissances ou pas de bureau sur place. Donc voilà, il faut vraiment revenir aux fondamentaux de l'investissement immobilier. Finalement, acheter un studio à Paris ou acheter une part de SCPI, on devrait avoir les mêmes réflexes et regarder au-delà des bonnes affaires, regarder la qualité des actifs et la qualité du gestionnaire. Et donc, c'est vraiment les deux éléments qu'il faut avoir en tête au-delà du taux et du rendement immédiat. Très bien, très bien, très bien. Je vous transmets, au-delà des très très nombreuses questions qu'on a obtenues, comment dirais-je, à travers cette table ronde, on a également de très nombreuses félicitations qui nous sont remontées. Donc, merci vraiment à tous les trois, parce que j'ai l'impression qu'on a répondu à de très très nombreuses attentes. Les attentes étaient fortes, il y a eu vraiment des centaines et des centaines, on s'est rapproché des 1000 connectés, donc c'est quand même beaucoup hein, pour cet événement. Et avec de nombreuses personnes qui nous font part de leurs remerciements et de leurs félicitations. Donc moi, je vous les transmets. Vous avez été très clairs, très instructifs. Je pourrais retenir moi peut-être deux phrases. Effectivement, c'est peut-être dans la tempête qu'on a le plus besoin d'une boussole, hein, d'un expert ici présent, Frédéric. Je vous paraphrase, vous l'avez dit, mais c'est vrai que je trouve ça très très intéressant d'y retenir. D'un autre gérant qui n'est pas aujourd'hui présent, mais qui me disait il y a encore peu, on est riche du temps qu'on a devant soi. Ça veut simplement dire effectivement ne pas se précipiter quand on investit, notamment sur des produits risqués, et vraiment raisonner temps long. C'est quelque chose à retenir, je pense que pour tous nos internautes. Pour les questions, les très très nombreuses questions auxquelles on n'a pas répondu, j'en suis vraiment navré, j'en suis désolé. Plusieurs possibilités, effectivement, nos conseillers Grisby sont à votre disposition pour pouvoir y répondre. Vous pouvez également nous envoyer des emails à conseil@grisby.fr ou nous solliciter par téléphone. On est bien sûr là pour prendre le relais de cette table ronde très très intéressante. Si on vous a retenu également tous les trois, si on vous a invité, c'est parce que non seulement on apprécie et votre expertise, mais c'est également parce que les solutions que vous proposez, c'est des solutions qui retiennent de notre attention depuis un moment, que ce soit les fonds Pictet, que ce soit les fonds Keren, ou les solutions d'investissement proposées par SCPI, SCI, OPCI, proposées par Primonial. Donc on est là pour les proposer, les distribuer, et on est très heureux de votre professionnalisme et puis de la façon dont les éléments sont gérés au sein de votre société de gestion. Et donc voilà, on est là chez Grisby pour prendre le relais de cette table ronde. Un grand merci à tous les trois. N'hésitez pas à nous contacter une fois de plus si besoin, et on verra effectivement si on organisera une prochaine table ronde. Ce n'est pas impossible au regard du succès rencontré. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.